Et nous accompagne pour parler de tout cela Steven Ecovitch. Bonjour, vous soyez le bienvenu. Vous êtes historien, professeur émérite de sciences politiques à l'Université américaine de Paris. On a bien besoin d'éléments de compréhension parce qu'effectivement, ça se bouscule au niveau diplomatique depuis maintenant plusieurs jours, pas seulement à cause de ces frappes israéliennes. Il y a aussi cette mobilisation à l'Assemblée générale des Nations unies que l'on va évoquer. On va parler, on vient d'entendre dans ce sujet donc de Doha qui héberge le bureau politique du Hamas, parce que ça aussi c'est bien évidemment un problème et il faut le prendre en compte. Mais avant cela, à propos de ce sommet, il y a des pays qui en principe n'échangent pas, ne se retrouvent pas, et c'est en cela que ce sommet déjà est exceptionnel. Je pense à l'Arabie Saoudite, à l'Iran, à la Turquie qui cohabitent ensemble aujourd'hui. Oui, on peut toujours proclamer en faveur d'un État palestinien, mais quel État, qui va le gouverner, quelles seront ses relations avec les voisins, et surtout parmi d'autres pays, les pays que vous venez d'énumérer, parce qu'on sait très bien que ces pays ne veulent pas un État palestinien gouverné par Hamas. Donc, mais en même temps, ces régimes doivent bien mener et pas mal mener leur population. Donc, c'est un manœuvre diplomatique, mais aussi politique pour ces régimes-là. Mais on voit que ce sommet va permettre de redistribuer peut-être les alliances dans la région. Peut-être qu'il y a certains pays tels que l'Iran qui vont pouvoir se saisir de cette occasion pour faire basculer d'autres voisins en sa faveur et se positionner différemment vis-à-vis d'Israël. Il faut peut-être mettre les choses dans un contexte institutionnel. L'Assemblée générale peut voter quelque chose. Leur décision n'est pas contraignante, comme ça serait une décision de le Conseil de sécurité, par exemple. Cette décision est mise sur la rubrique de Mobilizing for Peace. Donc, déjà, ça va avoir un air symbolique, déjà, un effet d'annonce, d'une certaine façon. Donc, déjà, une telle décision, il faut bien le dire, au sein de l'institution de l'ONU, ce n'est pas une décision contraignante. Mais là, vous parlez de cette décision de l'ONU. Moi, je vous parlais de ce sommet de Doha qui se déroule aujourd'hui. Vous étiez parti sur l'ONU. C'est vrai que c'est important aussi, mais ce sommet donc à Doha rassemble aujourd'hui tous ces dirigeants arabes qui, je vous le disais, donc, ne s'entendent pas forcément habituellement. Oui, quoi de neuf? Quoi de neuf? Donc, je crois que ça fait très longtemps quand même, des décennies, peut-être plus, qui ne s'entendent pas entre eux. Donc, parce que chaque pays, bien évidemment, a ses propres intérêts par rapport, encore une fois, de leur propre population. Donc, quoi de neuf? Je dirais qu'il n'y a pas... Mais ils ont l'occasion aujourd'hui, justement, en se rassemblant derrière le Qatar, après ces frappes, de s'entendre et d'accoucher de mesures concrètes. Ça c'est normal. De se rassembler autour d'un pays qui venait d'être frappé, surtout, encore une fois, pour conforter leur population. Donc, c'est normal qu'il y ait un rassemblement autour de Qatar. Combien de temps ça va durer? Jusqu'à quand les autres intérêts de ces pays vont interférer pour, de nouveau, fractionner ces relations? Quels pourraient être les actes concrets qui pourraient donc ressortir de ce sommet? Ça, c'est une bonne question. Il y aura certainement, encore une fois, des annonces, ce qu'il faut faire. Il y aura un soutien moral derrière le Qatar. Mais qu'est-ce qu'il y aura de concret? Ça, c'est la grande question. Et je me demande aussi, et les autres commentateurs peuvent demander, qu'est-ce qu'il y a de concret qui peut suivre un tel sommet? Oui, parce qu'on sait que souvent, il y a de grandes déclarations, mais peu d'actes concrets. En revanche, je crois que c'est l'année dernière, le sommet avait permis d'arriver à cette construction pour cette reconnaissance d'un État palestinien, ce texte présenté par la France et l'Arabie Saoudite. De toute façon, on entend que les pays arabes ne peuvent pas aujourd'hui tolérer qu'Israël frappe sur leur territoire. C'est n'importe quel pays, évidemment. Donc, encore une fois, pour leur propre population, ces régimes doivent dénoncer, doivent se rassembler autour d'un pays arabe qui a été frappé
par l'Israël, sans prévenir, sans préparation diplomatique, sans préparation politique. Donc c'était une surprise, c'était même une surprise pour la Maison-Blanche. Est-ce que c'était vraiment une surprise pour la Maison-Blanche? Est-ce que les Israéliens peuvent survoler voler à quelques kilomètres de bases américaines sans les prévenir? D'après ce que moi j'ai compris, peut-être vous aussi, on n'est pas dans le secret d'État. Il semble que les Maisons-Blanches étaient averties par les militaires américains qui suivaient ce qui s'est passé. Donc, bien évidemment, les militaires peuvent savoir ce qui se passe sur le plan strictement opérationnel, mais ça n'a pas donné beaucoup de temps à avertir la Maison-Blanche. Vraisemblablement, il n'y avait pas préalablement une démarche diplomatique pour avoir un accord avec la Maison-Blanche. Mais, encore une fois, pour ce genre de choses, peut-être il faut attendre pour connaître plus. Mais c'est vrai que c'est problématique parce qu'en principe, ces pays arabes ont passé des alliances. C'est ce parapluie sécuritaire américain dont on parle, des alliances avec Washington. Et là, ça fait plusieurs fois qu'on voit que les États-Unis, Washington ne les protège pas quand il y a des menaces qui viennent des Houthis ou qui viennent d'Israël. De toute façon, c'est pourquoi, au minimum, la Maison-Blanche va dire qu'on n'était pas au courant. Justement pour protéger cette relation. La Qatar a besoin des États-Unis. Les États-Unis ont besoin du Qatar aussi, parce qu'une des plus grandes bases de la région se situe, base aérienne, à Qatar. Et il y a des longues histoires de relations diplomatiques entre les deux pays, même s'il y a des frictions, parce qu'après tout, il y a la Muslim Brotherhood qui est logée là. Les frères musulmans. Les frères musulmans, voilà. Donc, de toute façon, les deux pays, les États-Unis et le Qatar, sont liés. Donc, il faut bien, comment dire, manier ces relations. Effectivement, donc Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, est en déplacement à Jérusalem. Il doit finaliser un accord de coopération de défense bilatérale avec le Qatar. On l'a entendu, Donald Trump s'est voulu très rassurant après ses frappes. Il a même reçu dans un de ses golfs le Premier ministre qatarien le week-end dernier. Ils ont besoin les uns des autres. Bon, absolument. Donc ce sont des démarches... Non, c'est pas étonnant que ces démarches ont été organisées. Voilà, c'est pas étonnant. Voilà. C'est vrai que ce qui interroge aussi avec ce sommet de Doha, c'est qu'il puisse se dérouler et qu'il puisse mobiliser tous ces dirigeants en très peu de temps. On l'a pas vu ça au moment des frappes israéliennes sur Téhéran, sur l'Iran. Oui, oui, évidemment, parce que là c'était un pays, je dirais, perse. De notre tendance musulmane, chiite, voilà, dans une relation très, comment dire, confrontationnelle avec les autres pays arabes. Donc le contexte est différent, ça c'est clair. Ce qui n'excuse pas pour autant, puisque c'est la violation de l'intégrité territoriale d'un pays. Donc, en principe, ça doit soulever les mêmes questions de droit international. Mais on peut fermer les yeux aussi. Voilà, les intérêts de l'État sont en jeu. Voilà. Ce qui pose un problème en termes de droit international. Tous les pays arabes présents à ce sommet donc, n'entretiennent pas les mêmes relations avec le Hamas. Vous évoquez aussi les frères musulmans, ni avec Israël, ce qui pourrait peser sur un communiqué commun. Je vous propose de regarder cela en détail avec Marc Pope et puis on continue d'en parler. 28 juillet 2025, un an et demi après le 7 octobre 2023, 17 pays arabes signent la déclaration de New York sous l'égide de la France et de l'Arabie saoudite. Pour la première fois, tous appellent le Hamas à déposer les armes et surtout, ils condamnent ouvertement l'attaque du Hamas contre Israël. Les pays de la région, du Proche et du Moyen-Orient, pour la première fois, condamnent le Hamas, condamnent le 7 octobre, appellent au désarmement du Hamas, appellent à son exclusion de toute forme de participation à la gouvernance de la Palestine et expriment de manière claire leur intention d'avoir à l'avenir des relations normalisées avec Israël. Jusqu'alors, tous étaient restés très silencieux sur la question, alors qu'ils n'avaient pas hésité à critiquer la réponse de grande ampleur d'Israël. Deux pays ont notamment appuyé le Hamas, le Liban, à travers le Hezbollah, ainsi que la République islamique d'Iran. Mais pour la plupart, la question est longtemps restée problématique. Les pays du Golfe, tels que Bahreïn ou encore les Émirats arabes unis, se sont inscrits dans un processus de normalisation de leurs relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham signés en octobre 2020. Ils se sont ainsi retrouvés tiraillés entre leur engagement politique et la pression de leur population pro-palestinienne.
De son côté, l'Arabie saoudite a suspendu son rapprochement avec l'État hébreu, quand d'autres sont restés plus ambivalents. L'Égypte et le Qatar se sont ainsi positionnés comme médiateurs du conflit, continuant à parler avec les deux camps, Doha abritant notamment de hauts cadres du Hamas. Enfin, plusieurs pays ont également participé à la défense d'Israël. Directement, dans le cas de la Jordanie, Amman a intercepté 20% des missiles lancés par Téhéran vers Israël. Ou encore, indirectement, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont fourni des renseignements stratégiques aux États-Unis, contribuant ainsi à préserver le territoire israélien. Steven Ecovitch, vous pensez que ce sommet, ces frappes sur Doha, vont forcément redéfinir les relations entre Israël et ses voisins arabes? C'est toujours très difficile à dire. De toute façon, il y a toujours des intérêts du fond qu'il faut toujours prendre en compte. En effet, certains pays du Golfe voulaient établir des relations plutôt normales et au moins paisibles, apaisées avec l'Israël, et même pour partager certains intérêts ensemble. On a vu que les accords d'Abraham, qui était un accord qui a poursuivi aussi l'Arabie saoudite, Israël et les Américains, étaient volés en éclats d'une certaine façon avec l'attaque en masse contre Israël. Est-ce qu'on peut rafistoler et d'avancer ce genre de choses? Encore une fois, il faut regarder les tendances, les intérêts de fond. Évidemment, ça serait dans l'intérêt de beaucoup de monde qui a des relations apaisées entre Israël et beaucoup de ses voisins, c'est clair. Mais encore une fois, ce qui complique, et ce que votre reportage a bien montré, il y a la perception des populations de ces pays et les intérêts des dirigeants de ces pays. Et on sait qu'Israël a un objectif, c'est éradiquer le Hamas, éradiquer cet ennemi qui menace sa viabilité, son existence. En janvier 2025, Benjamin Netanyahou déclarait « Comme je vous l'avais promis, nous avons changé la face du Moyen-Orient et en conséquence, le Hamas reste battu et solitaire. » On en est où de cette déclaration? Ça, c'est aussi un effet d'annonce diplomatique aussi, bien évidemment. Il faut distinguer ce qu'on dit dans un contexte diplomatico-militaire pour avancer ses pions et ce qu'on peut réellement faire. Donc, voilà. Depuis toujours, Netanyahou annonce l'Israël va démolir la masse. Qu'est-ce que ça veut dire démolir? Donc, il y a là le débat. Les débats aussi en Israël. Il faut aller jusqu'où pour terminer ces combats, terminer la guerre. Parce qu'il y a une fatigue. Il y a une fatigue en Israël aussi. Donc, voilà. C'est tout le fantasme de la Pax Israeliana voulu donc d'un Proche-Orient sous domination israélienne. En tous les cas, on voit qu'avec ces frappes, Israël impose son autorité. Est-ce que l'Égypte pourrait être la prochaine victime? On sait déjà qu'il y a eu des déclarations, toute attaque sur sol aurait de graves conséquences. L'Égypte qui accueille aussi parfois des responsables du Hamas et d'autres factions palestiniennes, tout comme le Qatar. Ils s'agitent et ils sont obligés de le faire. On peut pas rien faire. Donc, mais encore une fois, on peut aller jusqu'où pour continuer à déstabiliser la région. L'intérêt de tout le monde à une plus longue durée, c'est d'avoir une certaine stabilité, même une stabilité dans une certaine friction. Mais vous pensez que l'Égypte, comme on a pu l'évoquer, pourrait mettre en place une force armée, une sorte d'OTAN régionale avec les pays voisins pour faire face à Israël? Il faut voir. Tout comme ils n'ont pas su le faire lors de la guerre des 6 jours, par exemple. Oui, on peut dire éventuellement, mais encore une fois, on est quand même dans un flou, comme souvent dans la région, et on peut se demander quelles seront les possibilités d'un pays à un autre, mais je crois ce qui est assez clair, qu'il faut faire quelque chose. Il faut cette agitation politico-diplomatique, il faut le faire pour des raisons de politique intérieure pour beaucoup de pays, mais aussi pour rétablir, même rafistoler les intérêts partagés
de tout le monde. Steven Ekovitch, avant de nous quitter, il faut quand même parler de l'hypocrisie du Qatar, qui certes est un médiateur essentiel pour les discussions de cessez-le-feu avec le Hamas et avec Israël, mais qui accueille sur son territoire, qui héberge le bureau politique du Hamas, qui finance, qui fournit de l'aide au Hamas depuis des années. C'était dans l'intérêt diplomatique aussi pour les Américains, les États-Unis, de laisser ce bureau politique à Qatar. D'une certaine façon, les hauts dirigeants d'Hamas étaient cantonnés à Qatar. C'était favorable à tout le monde, finalement. Donc, ça a l'air d'être hypocritique, mais c'était utile. C'était utile pour tous les partis. Quelle est la responsabilité des Européens, notamment la France, qui offre une telle visibilité au Qatar, écoutez, à travers un soft power, du sport, de l'hippisme, du foot? Il faut dire malheureusement, le poids diplomatique de la France pèse peu dans cette histoire. Politico-diplomatique, politico-culturel, c'est autre chose. Mais il faut l'admettre que même de nos jours, même avec un certain affaiblissement diplomatique des États-Unis au cours de cette présidence Trump, c'est encore les États-Unis qui sont incontournables dans la région. Même si vous l'évoquiez en entrée de cette interview, il y a donc ce vote à l'Assemblée générale et donc cette reconnaissance de la Palestine qui est en cours, et ce sera la semaine prochaine, on aura l'occasion d'en reparler. Steven Ekovitch, merci beaucoup à vous d'être venu pour le fait du jour. Vous restez avec nous, il est 13h20, Paris Direct continue. Je vous retrouve dans un instant pour d'autres informations.